Perrine Goulet, les deux projets de loi dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'immigration et celui-ci qui, selon les oppositions, durcit les conditions pour l'accès au RSA. Est-ce que vous vous droitisez, comme on disait? Non, moi je pense pas qu'on se droitise, puisque de toute façon, la contrepartie au RSA a été prévue dès la loi de 1988, au moment où il y a eu notamment le RMI. Donc on revient plutôt à l'essence du texte d'accompagnement et à l'insertion de ces populations qui sont éloignées de l'emploi. Moi je le vois aussi pas comme vraiment comme aussi un accompagnement social, parce qu'aujourd'hui quand on sait qu'on a 40% des allocataires du RSA qui 7 ans après sont toujours au RSA, donc avec un salaire, avec une indemnité allocation de 600 euros, c'est des trappes à pauvreté à long terme. Donc on a besoin de les accompagner. On a besoin aussi de renforcer l'accompagnement. 17% des allocataires ne sont pas accompagnés pour essayer de retrouver un travail. Et effectivement, on le voit avec le contrat d'engagement jeune, qui est pour les moins de 25 ans, qui est un contrat avec également des engagements de formation, de découverte de l'entreprise, de travail aussi sur la partie sociale, le logement, lever les freins sociaux, etc. En fait, on transcrit ce qui est réalisé pour les moins de 25 ans avec le contrat d'engagement jeune et qui fonctionne. On veut le transcrire au RSA et aux personnes allocataires pour qu'on puisse les ramener justement dans l'emploi et les sortir de ces trappes à pauvreté dans lesquelles ils sont. Vous comprenez qu'à peine sorti de la réforme des retraites, et encore, puisque ça sera encore discuté demain à l'Assemblée, ça puisse être perçu comme quelque chose d'un peu dur? Non, parce que honnêtement, moi je le vois vraiment comme un meilleur accompagnement social des personnes allocataires, enfin des allocataires du RSA. Quand ça fait 7 ans que vous êtes allocataire du RSA, effectivement c'est très compliqué de revenir sur le marché du travail. On a besoin d'un accompagnement plus serré, plus long, lever les freins aussi au retour à l'emploi. Et donc c'est pour ça que cet accompagnement et ce contrat donnant-donnant me paraît très intéressant. Vous parliez à l'instant de suspension des allocations s'il n'y a pas de suivi de ce contrat, mais ce contrat sera personnalisé. Et puis, s'il y a suspension du versement, mais on continue l'accompagnement. Mais si la personne revient, on fait l'effet rétroactif. Donc, il n'y aura pas de perte. C'est vraiment de l'incitatif pour vraiment essayer de ramener ces personnes éloignées de l'emploi vers l'emploi. Quand on sait qu'il y a entre 350 000 et 400 000 emplois par trimestre non pourvus, on a aussi besoin d'aller chercher ces personnes. Oui, mais un contrat, c'est censé être signé par deux personnes. Oui. Si là, le deuxième signataire n'a pas vraiment le choix de le signer, est-ce que c'est vraiment un contrat? Alors, effectivement, on va un petit peu les obliger, mais moi, j'ai vu, par exemple, dans Lyon, où Pôle emploi a déjà un travail avec le département. On voit que le fait qu'on oblige les ressortissants du RSA, quand ils s'inscrivent pour la première fois pour être au RSA, à s'inscrire en même temps à Pôle emploi, ils ont un parcours qui est mieux accompagné. Et dans ce cas, on a un retour à l'emploi plus réaliste, par exemple, que dans mon département de la Nièvre, où les chiffres sont carrément inversés de 80-20 dans l'un et dans l'autre. C'est-à-dire 80 de retour à l'emploi assez rapide au RSA dans Lyon contre 20 dans la Nièvre, parce que Lyon a mis en place ce contrat de suivi. Parce que quand vous dites il faut deux contreparties, effectivement, on demande des efforts aussi à l'allocataire du RSA, mais en face, on va mettre des ressources pour l'accompagner, que ce soit des ressources avec effectivement Pôle emploi qui va chapeauter tout ça. Si c'est des jeunes, on aura la mission locale. Si on a une personne de handicap, on aura donc Cap emploi, et puis un travail fin. Et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu mettre les 15 ou 20 heures, et je pense que c'est important, parce qu'on peut peut-être demander dans un premier temps 2 heures par semaine, temps de remettre la personne le pied à l'étrier, et puis au fur et à mesure augmenter. Et c'est ça qui est important avec des personnes qui sont là pour les accompagner. Chaque fois que je vais dans une entreprise sur le terrain, ce qui est la moitié de la semaine, on l'oublie souvent, les parlementaires sont partagés entre l'hémicycle et le terrain. Moi, dans toutes les entreprises, j'ai des chefs d'entreprise qui recherchent des personnes pour venir travailler. Parce que c'est un fait, on a beaucoup d'emplois qui sont vacants. Ils sont vacants parce que, surtout, les gens qu'on a, que ce soit effectivement au chômage ou au RSA, ne sont pas forcément formés pour aller dans ces métiers-là. Donc, ce qu'on veut faire, et je vais répondre à mon collègue Pierre Daréville, on veut faire ce qui est fait sur le contrat d'engagement jeune. Mais là, madame, je ne conteste pas les objectifs de ce projet de loi. Pour moi, c'est le calendrier. Est-ce que vous auriez pu attendre peut-être la rentrée? Parce que là, c'est le premier signal, l'un des premiers signaux que vous envoyez, alors que c'est même pas encore fini. Mais la contestation de la réforme, puisqu'il y a encore ce qui va se passer demain à l'Assemblée, c'est un message quand même de durcissement. Mais parce que pour moi, honnêtement, être au RSA, c'est une trappe à pauvreté. Et honnêtement, pour moi, c'est justement aller chercher ces personnes-là, c'est leur redonner de la dignité et leur redonner leur place dans la société. Et je pense qu'on ne peut pas attendre.
Parce que quand on a les chiffres, comme je vous ai annoncé, où 42% après 7 ans d'inscription au RSA sont toujours au RSA, 17% des allocataires ne font l'objet d'aucun suivi. C'est pas possible. On les laisse dans leur misère pendant des années. Et moi, vraiment, je suis convaincue qu'avec ce texte, on va pouvoir aller les chercher. Pourquoi ? Parce que, comme le contrat d'engagement jeune, ce qu'on leur demande, c'est des immersions dans les entreprises pour voir ce qu'ils peuvent aimer. On peut les envoyer voir ce qui se passe en restauration, on peut les envoyer voir ce qu'il y a dans l'industrie pour qu'ils choisissent un métier qui n'était peut-être pas au départ du leur. Donc ça peut être intéressant. On a également comment on recherche un emploi, comment on fait un CV. Tout ça, c'est aussi ce qu'on propose pour les moins de 25 ans et qui fonctionne bien. Puisqu'il y a la possibilité de suspendre aussi les... C'est amener vraiment les outils qu'on propose au moins de 25 ans et qui fonctionnent pour les plus de 25 ans qui sont RSA. Mais vous parlez de misère. Si on est dans la misère avec 600 €, on le fera encore plus si on suspend ces 600 €. Vous pariez, c'est quoi votre pari ? C'est que finalement, face à la menace, tout le monde cherchera un emploi, tout le monde signera ce fameux contrat ? Alors, en fait, les gens ne seront pas sanctionnés du jour au lendemain. On va leur proposer le contrat, définir avec eux le contrat. D'ailleurs, Monsieur Dharréville parlait de lever les freins sociaux, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on rentre le président du conseil départemental dans France Travail. Il va copiloter. Pourquoi on fait ça ? Parce que le département, c'est tous ceux qui ont les politiques sociales. Donc, on est bien là aussi pour lever les freins et faire l'accompagnement social qui va avec. Après, le contrat, comme je vous l'ai dit, au départ du RMI, en 1988, il y avait ces contreparties. Dans le temps, ces contreparties se sont perdues. Donc on revient à l'essence qui avait été fait par la gauche en 1988, qui est de dire, on fait un accompagnement plus fort, on met plus de moyens, mais en contrepartie, on souhaite qu'ils s'y astreignent. Alors c'est pas une astreinte à 15 ou 20 heures, c'est peut-être une astreinte à venir à Pôle emploi une fois par semaine à 9 heures, histoire de les accompagner à se relever pour qu'ils aient l'habitude de reprendre un rythme. Parce que c'est ça aussi, quand pendant des années, ou même déjà au bout de 2 ans, quand on n'a pas un rythme à se lever, c'est très compliqué après de revenir dans le monde du travail. Moi, je le vois vraiment pas comme quelque chose de pénalisant, mais vraiment pour accompagner socialement ces personnes pour qu'elles retrouvent leur dignité, leur place dans la société. Une différence de vision politique. Moi, je pense vraiment qu'on les stigmatise pas, mais que à un moment, effectivement, c'est aussi la solidarité nationale qui accompagne toutes ces personnes quand elles ont un accident de parcours, un accident de la vie. Et à un moment, l'argent public, c'est tout le monde qui le paye. Et je pense que quand on met des moyens pour accompagner des personnes, comme on veut le mettre dans le cadre de France Travail, en mêlant autour de la table les régions, les départements, pour faire justement la formation, comme disait Pierre Dharréville, le social avec le département, et puis la force de l'État pour accompagner avec Pôle emploi, que ce soit les chômeurs ou les personnes étudiantes de RSA. Moi, je pense vraiment qu'à ce moment-là, effectivement, on doit avoir un certain nombre de contreparties, parce que si on a, d'ailleurs, on le voit, quand on a 42% des personnes qui sont RSA 7 ans après, c'est qu'il y a un problème. Donc, en essayant même de faire, comme disait Pierre Dharréville, de les encourager, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc, oui, je comprends que ça puisse être un petit peu délicat pour certains. Moi, je suis convaincue parce que pour le voir vraiment avec le contrat d'engagement jeune, qui est ce qui fonctionnait avant et ce qui fonctionne très bien, moi, je suis sûre qu'on va pouvoir embarquer les gens de manière différente. Et je suis, à mon avis, on verra, mais je pense qu'il y aura très peu de suspension de location. Si peut-être un autre sujet, c'est quand on voit ce chiffre, je crois que vous l'avez cité, mais pas sûr, sur le 40% des allocataires du RSA inscrits à Pôle emploi. Non, pas inscrits à Pôle emploi. 42% des personnes au RSA, 7 ans après, qui sont toujours au RSA. Bon, alors c'est un autre chiffre justement, que je vous donne. C'est un autre chiffre que je vous donne. Ils sont pas inscrits à Pôle emploi pour la plupart des gens au RSA. C'est un autre chiffre vers lequel je vais vous emmener. Sur le 40% des allocataires du RSA inscrits à Pôle emploi, est-ce que finalement tous les allocataires du RSA veulent travailler et peuvent travailler? Cette allocation du RSA est une allocation de solidarité. Elle a vocation à être de solidarité. Mais en échange, elle n'est pas là pour renfermer les gens à durée indéterminée dans cette allocation. C'est trop facile. Mais est-ce que quelqu'un qui a fait le choix d'éduquer ses enfants, par exemple... S'il a fait le choix d'éduquer ses enfants, il a jusqu'aux 3 ans du dernier les allocations qui vont bien pour accompagner les enfants jusqu'aux 3 ans du dernier. Et après, c'est un choix, effectivement. Donc, dans ce cas-là, choix de se priver du RSA. Non, c'est un choix, dans ce cas-là, d'avoir peut-être un des deux parents qui travaille. Et c'est pour ça aussi qu'on a dans ce texte, parce qu'on parle beaucoup de France Travail, mais dans ce texte, on a la partie aussi
les modes de garde, etc., qui vont aller avec, parce que c'est important, vous avez raison, notamment pour les familles monoparentales qui sont beaucoup des femmes. On a besoin de leur donner la possibilité de retourner, de s'épanouir en société, au travail, en leur donnant des modes de garde. Et c'est pour ça également que dans le projet de loi de finances qu'on a voté l'année dernière, on souhaite prolonger l'allocation de garde qui actuellement va jusqu'aux 6 ans de l'enfant, jusqu'aux 12 ans de l'enfant pour les familles monoparentales. Parce que on veut vraiment que le RSA ne soit pas la voie de sortie. Et donc, pour moi, c'est vraiment de pauvreté. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Enfin, 600 € pour une personne seule sans enfant. Un couple, c'est un peu plus de 900 €. À un moment, il vaudrait mieux leur proposer un travail, même s'il est au SMIC. On est à peu près à 1300 € maintenant au SMIC, sachant qu'on rajoute la prime pour l'emploi derrière, qui est environ de 500 à 600 € en fonction de la composition familiale. On voit bien que là, on est au double de ce qu'ils peuvent toucher au RSA. Donc, on leur donne une autre perspective dans la vie. Et surtout, pour eux, j'allais dire, leur fierté, ils contribuent aussi à la société et ils ne sont pas dépendants d'allocations et ils participent à cette société. Ils ont aussi un accompagnement, j'allais dire, social. C'est très important. On l'a vu pendant le Covid, que nous sommes des animaux très sociaux. On a besoin de contact et souvent les gens RSA sont renfermés chez eux, n'ont pas forcément de contact. Donc on a vraiment, pour moi, le besoin de s'atteler à cette tâche. Il y a des études pour dire ça ou c'est l'impression que vous avez? Quand on rencontre des allocataires du RSA, il suffit de discuter avec eux. La plupart sont un petit peu isolés, à part ceux effectivement qui peuvent être dans des associations. Mais à un moment, quand on fait un choix de ne pas travailler, on doit l'assumer. C'est pas la collectivité d'assumer le choix de ne pas travailler. Je suis très respectueuse des institutions, de notre règlement et de la Constitution, donc c'est le droit de déposer une motion de censure. Ils feront ce qu'ils ont à faire et nous, on fera ce qu'on a à faire également. Par contre, cette petite ritournelle qui est de dire que c'est anticonstitutionnel, que c'est bafouer le Parlement, honnêtement, si Éric Coquerel, le président de la Commission des Finances, avait respecté notre Constitution, on n'aurait pas pu examiner ce projet de loi puisqu'il y avait un problème de gage dans cette proposition de loi. Donc normalement, on ne devrait pas être en train d'en discuter. Donc, on n'a déjà pas respecté le règlement il y a quelques jours. Et en fait, c'est pas nous que le respectons pas. La présidente de l'Assemblée nationale va respecter le règlement. Le règlement est très clair, l'article 40, pas de charge. Donc, il y a certains, j'ai regardé les amendements qui ont été déposés, il y a certains amendements qui, à mon avis, qui sont déposés sur l'article 1, passeront dans les fourches coding de l'article 40, donc ne passeront pas, mais il y en a d'autres, je pense, qui pourront passer. Donc, on aura sûrement effectivement une discussion sur les autres amendements qui sont présents sur cet article 1, puisqu'ils ont proposé d'autres réécritures. On verra à ce moment-là. Mais justement, pour que notre Parlement reste fort, il faut qu'on respecte son règlement et notre Constitution. Parce que demain, c'est tout et n'importe quoi. Si on peut mettre n'importe quel amendement qui crée des milliards d'euros de charges sans réelle contrepartie ou sans baisse de dépenses à un autre endroit, on va à un Parlement qui sera fou, qui pourra faire tout et n'importe quoi. Et je trouve que justement, ce qui est fait à l'heure actuelle, il y a 2 mois existaient pourtant. Oui, mais le gouvernement les a pris en compte dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Là, on revient dessus, c'est-à-dire que le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2023 n'est plus équilibré si on met pas la réforme en place au 1er septembre 2023. Et comment on rééquilibre? À un moment, je pense qu'il faut aussi dire aux Français qu'on se lève pas tous les matins en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour embêter les Français. On fait des réformes qui sont difficiles, mais qui sont pour le futur, pour assurer, en l'occurrence, le futur de notre régime de retraite, qui est important. Nous croyons dans le système de répartition parce que, soyons clairs, si demain le système de répartition s'effondre, c'est pas les plus riches qui seront pénalisés. C'est ceux qui auront été au SMIC toute leur vie, ceux qui n'auront pas pu se faire un patrimoine à côté, et c'est eux qui seront sur le bord de la route. Donc aujourd'hui, si on fait tout pour sauvegarder ce système de répartition, c'est justement pour qu'on puisse continuer à payer des retraites décentes aux retraités actuels et qu'on puisse continuer à avoir un système par répartition. Mais moi, je suis très respectueuse, donc ils feront leur motion de censure comme ils y ont droit, dans les termes qui sont définis, mais qu'ils ne disent pas que c'est de l'antiparlementarisme, que c'est abaisser notre Parlement quand on respecte la Constitution et le règlement de notre Assemblée nationale. Donc Pierre Dharréville, oui, pour contrer les éventuelles défaites. Je tiens à rappeler à Pierre Dharréville que si on n'a pas pu aller jusqu'à l'article 7 dans l'hémicycle il y a quelques mois, c'est bien parce qu'il y a une obstruction de leurs collègues de la NUPS LFI, avec une injonction de Monsieur Mélenchon qui leur demandait de ne surtout pas aller au vote. Donc aujourd'hui, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se passe là. Aussi parce que nous reprocher qu'on n'ait pas voulu aller au vote au moment où on discutait du texte, c'est pas nous qui avons fait de l'obstruction à ce moment-là, c'est pas nous qui avons empêché d'aller au vote à ce moment-là. Donc je pense qu'il faut aussi le rappeler. Si on n'a pas pu discuter comme on le souhaitait de ce point-là, c'est aussi à cause de ça. L'autre point,
Monsieur Dharréville dit il n'y aura pas autant d'argent ramené par cette réforme. Il y aura le comblement qu'on a à l'heure actuelle, parce qu'aujourd'hui, et le commissaire au plan, François Bayrou, l'a bien dit, on a déjà 30 milliards de compensation de budget par l'État, et on l'a encore vu cette semaine. Mais surtout, n'oublions pas que dans cette réforme des retraites, on parle que du 62 et 64 ans. Il y a aussi beaucoup de mesures qui sont sociales pour les femmes, pour également les aidants, et aussi pour un minima de pension plus élevé. Et c'est pour ça que les gains ne sont pas, autant, puisqu'on a fait du social avec. Merci Perrine Goulet.